Hello, je vous prends en voix off, en introduction, pour vous prévenir que le premier fichier qui dure une petite dizaine de minutes a un écho dégueulasse. Donc voilà, je suis désolée, ça ne va pas durer dans le reste de la vidéo, mais sachez que voilà, vous allez démarrer cette vidéo avec le fameux écho qui est de retour. Donc je vous laisse avec ce premier plan et le vlog. Je vous prends, nous sommes lundi 20 janvier et je viens faire un point lecture puisque j'ai terminé le graphique dont je vous avais parlé en fin de semaine dernière, donc hier pour moi, mais pour vous c'était il y a une semaine, et j'ai avancé Monstre Ordinaire, donc je vous reparle de ça. Et puis je vous laisserai parce que j'ai pas tellement avancé autre chose. Donc j'ai terminé la lecture de The Nice House on the Lake, toujours de James Tynion Ivey et Alvaro Martinez Bueno, qui est donc un comics, moi je ne savais pas, en même temps j'aurais pu m'en douter, DC, Urban, voilà. J'ai lu ce premier volume, je vais me procurer le deuxième pour avoir la fin de l'histoire, même si je crois qu'il y en a un troisième, mais je suis pas sûre que ça soit vraiment une suite. Bref, en gros, on suit 10 personnes, 11 personnes, je ne sais plus, en tout cas une dizaine de personnes qui sont invitées par un ami commun qui s'appelle Walter, qu'ils ont tous rencontrés à différents moments de leur vie. Pour certains, ça fait depuis l'adolescence, donc ça fait 16, 18, 20 ans qu'ils le connaissent. Pour d'autres, c'est beaucoup plus récent. Et la plupart se connaissent de vue ou de plus ou moins loin entre eux. Et donc Walter les invite sur une semaine à venir dans sa maison au bord du lac, enfin dans une maison au bord d'un lac. Et ce qui va se passer, c'est qu'une fois qu'ils sont tous dans la maison, je crois le lendemain, ils vont voir que l'humanité est en train de totalement s'éteindre et que tous les humains sont en train de fondre sur place et que c'est la fin du monde. Et eux sont bloqués derrière une sorte de mur invisible sur cette propriété. Je vais pas vous en dire plus parce que je pense pas que... Voilà, faut se laisser porter par l'histoire. Ce que je vous dis, c'est vraiment le tout début. Assez rapidement, on découvre tout ça. En fait, très très rapidement, dans le premier chapitre, on a l'installation de l'histoire. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a des pages comme ça, avec des extraits un peu de réseaux sociaux, avec... qu'est-ce que je peux vous montrer d'autre ? Des retranscriptions. Voilà. Des retranscriptions de conversations. Et donc, le livre est entrecoupé à la fois de passages dans le futur, à la fois de passages dans le passé, donc comment se sont rencontrés Walter et X et Y personnages, à la fois de listes, de trucs, et du coup, c'est très fluide à lire en fait, parce qu'on a un rythme qui fait que ça accélère, ça ralentit, ça revient sur des choses, ça répond à des questions. C'est vraiment hyper bien pensé. Honnêtement, c'est une très très belle surprise. Je pensais que j'allais aimer parce que tout le monde a aimé, donc bon, après on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais voilà, des gens quand même en qui j'ai confiance ont aimé ce livre, notamment The Riddler et Emmeline. Je sais plus si Marion l'a lu, mais bref, en tout cas, j'ai pas souvenir de mauvais retours dessus. Et effectivement, ça fait très 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 bien le taf, c'est très chouette. Je suis pas une fan de base des dessins un peu de comics, mais là franchement ça passe plutôt bien parce qu'il y a quand même un jeu sur les couleurs, il y a quand même il y a quand même quelque chose qui est très plaisant à regarder. Il y a un jeu entre les extraits du passé avec certaines teintes, c'est plutôt bien fait. Franchement ça se lit très bien et en même temps vous en avez pour votre argent parce qu'il y a de quoi lire, je trouve. Et ça c'est plutôt cool. Donc je vais me prendre la suite mercredi, puisque mercredi je dois aller à Paris, j'ai un rendez-vous, je dois voir Emmeline, Cécilia aussi je crois, et qu'est-ce que je dois faire ? Je sais plus, bon, à part mon rendez-vous, je sais plus, mais en tout cas, bref, ça sera l'occasion d'aller à la Dimension Fantastique qui est pas loin de Gare du Nord. Pour me prendre la suite, j'ai regardé, ils l'ont en stock. Donc voilà, c'est très bien. Et je vous reparlerai de la duologie quand j'aurai terminé, mais j'ai beaucoup aimé. Donc merci beaucoup The Riddler pour ce cadeau de très grande qualité. Ensuite, autre livre que j'ai avancé. J'ai avancé Manèche. Alors je l'ai en fait quasiment pas lu du tout. Il me reste ça à lire, ce qui représente 15% à peu près. Je l'ai quasiment pas lu du tout et du coup je pense que je me prendrai pas la suite en papier. Je trouve que l'audio fonctionne très bien. Le narrateur est très chouette et ouais, ça fonctionne très bien en audio. Je dis pas que le papier apporte pas quelque chose, mais c'est juste que je m'en sors pas sinon en fait. Donc je vais continuer sur l'audio, mais j'ai presque terminé et il se passe plein de trucs et je sais qu'à la fin apparemment c'est une fin un peu qui donne envie de lire la suite, si j'ai bien compris, puisque d'autres personnes sur Discord ont terminé. Donc c'est la lecture commune du Ko-fi de décembre et janvier, et c'est plutôt chouette. Honnêtement, c'est plutôt chouette. Je sais pas si on se lira pas la suite ensemble plus tard dans l'année. Ça peut être pas mal de se motiver à plusieurs, parce que vraiment, c'est un gros investissement, je trouve, et c'est plus simple quand on est au moins deux.
pour lire ce genre de bouquin, mais voilà, du coup c'est chouette parce qu'à passer la moitié quand même, il y a une accélération et il y a plus de révélations et il se passe des choses, donc là c'est assez haletant, mais vu que je l'écoute en faisant mon puzzle, que j'ai fini mon puzzle et que je peux pas en attaquer un autre parce qu'il me manque une pièce sur mon 1000 pièces, je suis ravie, et que on est à la recherche de la pièce perdue, bah, du coup je fais pas de puzzle et du coup j'écoute pas l'audio. Bref, c'est pas grave, j'ai d'autres trucs à avancer, tant qu'il est fini pour la fin du mois ça ira, puisque la lecture commune se termine du coup à la fin janvier quoi. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai avancé. J'ai aussi avancé Monstre Ordinaire, je vous remets la couverture ici puisqu'il est resté dans ma chambre. Donc j'ai avancé Monstre Ordinaire de J.M. Miro, je crois, toujours, hein, j'hésite. Je l'ai presque fini, il doit me rester 150 pages, je pense, sur les 725 qu'il contient. C'est très addictif, ça se lit très bien. Honnêtement, ça sera pas un coup de cœur, mais ça sera sûrement une très bonne lecture parce que y a quand même plein de trucs que j'aime bien. Il y a plein de tropes que j'aime bien. J'aime beaucoup. En fait, ce bouquin reprend plein de tropes que vous avez déjà vues, plein de topoi que vous avez déjà vues un peu partout et les assemble de manière très plaisante. On retrouve l'histoire des enfants un peu extraordinaires qui ont ces fameux talents. On retrouve le topos de la maison qui éduque, qui a un peu un côté scolaire entre guillemets, qui éduque et qui protège les enfants, mais ça fonctionne très très bien et c'est très plaisant et je trouve que vraiment c'est assez sombre, c'est quand même assez sombre honnêtement, c'est assez dérangeant comme ambiance parce que il se passe des trucs pas cool et en même temps ça se lit assez bien et c'est pas si sombre que ce à quoi je m'attendais. Je pensais qu'on allait plonger. En fait, je trouve que c'est le début qui est pire que la suite. Après, c'est ce genre de lecture un peu angoissante où vous avez peur de ce qui va se passer, tout en espérant que ça se passe bien. Je sais pas du tout comment va se terminer ce tome. Je vous avoue que là, je suis dans dans le flou total et l'expectative parce que il peut se passer 1000 trucs et 1000 retournements de situation. L'auteur ou l'autrice n'hésite pas à se séparer de certains personnages auxquels on s'était quand même assez attaché. Donc je sais pas du tout ce que ça va donner, mais j'ai hâte de continuer ça. Mon objectif, évidemment, c'est de le terminer aujourd'hui pour attaquer Jusqu'en Enfer de Lee Bardugo, en sachant qu'on est en semaine à 1000 cette semaine. D'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre, on refera ça fin février comme tous les mois. Donc semaine à 1000 égale lire le plus possible, et c'est vrai que ces derniers temps je n'ai pas tant avancé que ce que j'aurais souhaité, et en même temps c'était plutôt plaisant d'avoir un rythme ralenti, de me concentrer vraiment sur un ou deux livres, c'était plutôt agréable, donc comme quoi des fois il y a besoin d'eux et puis parfois autre chose, et c'est comme ça. Je voudrais terminer quand même Monstre Ordinaire aujourd'hui pour attaquer Jusqu'en Enfer, et puis ça serait déjà pas mal, hein, je pense. Terminer Manège, ça serait cool. Il me reste 3 heures d'écoute, je crois, si je dis pas de bêtises, mais on verra ce qu'on arrive à faire ou pas. Du coup, c'est tout pour cette introduction. Je dois aussi attaquer le tome 1 de Sif, en sachant que je dois d'abord terminer Manège pour attaquer Sif, puisque je voudrais bien écouter Sif, parce que je ne vous l'ai pas dit, je crois, mais j'avais déjà attaqué le tome 1 du cycle de Sif il y a un certain temps maintenant. Je pense que j'avais lu quasi la moitié du premier tome, mais j'avais dû le rendre à la médiathèque parce que j'avais déjà prolongé, j'étais en retard, j'étais submergée sous les lectures et sous ma propre palle. Donc je connais déjà et j'ai quand même d'assez bons souvenirs de cette première moitié. Du coup, je pense que je vais l'écouter un peu en accéléré, en faisant autre chose pour juste me remettre en mémoire un petit peu les éléments de la première moitié, et je passerai sûrement en format papier pour la deuxième moitié, sauf si vraiment l'audio me convient et que ça se lit vraiment tout seul, mais on verra ça. Je vais vous laisser pour cette vidéo parce que j'ai plein d'autres trucs à tourner, donc je vous reprends demain très sûrement pour vous faire un point lecture, et voilà, donc je vous dis à plus tard. On se retrouve, nous sommes mardi 21 janvier, je reviens pour vous faire un avis lecture terminé sur Monstre Ordinaire que j'ai encore oublié à l'étage et que j'ai encore la flemme d'aller chercher, donc je vous remets l'image ici. Voilà, mais je vous l'ai déjà montré dans tous les cas. C'était une très chouette lecture, j'ai beaucoup aimé. C'est pas un coup de cœur,
parce que il a des défauts. Mais ça reste une très bonne lecture et c'est d'autant plus admirable qu'en ce moment j'ai quand même pas mal de mal à lire, voilà. J'ai du mal à lire, je suis pas très efficace, donc réussir à lire ce pavé finalement en un temps relativement court, ça va quoi. Je pense que c'est quand même un bon page turner et qu'on peut dire que c'est une lecture qui est plutôt agréable en fait. Je vous l'ai déjà dit, c'est un livre qui est assez sombre, c'est assez glauque, c'est assez dérangeant, ça met mal à l'aise. Si vous aimez les trucs un peu glauques, vraiment, ça peut vous plaire. Donc, le résumé, très rapidement, parce que j'ai déjà fait. En gros, on suit différents enfants qui possèdent des talents. Donc une sorte de pouvoir qui est propre à chacun et qui est un peu, chacun a un pouvoir assez précis, même s'il y a des variantes possibles, chacun a un pouvoir assez précis. Et donc nous, on va suivre principalement 2 jeunes garçons, un de 14 ans qui est noir et un enfant de 8 ans, je crois, qui lui est blanc. Tous 2 vont être rapatriés des États-Unis jusqu'au Royaume-Uni pour aller à Cairndale en Écosse, à côté d'Édimbourg, pour intégrer une sorte d'institut/école qui a pour objectif de les protéger, de leur apprendre à maîtriser leur magie et un petit peu de les isoler du reste du monde dans leur intérêt à eux, parce que dans cette espèce d'univers de 19e siècle assez croyant, évidemment c'est pas évident de ne pas être dans la norme, donc voilà, nous on suit ces 2 garçons qui vont passer plein d'étapes pour arriver à Cairndale et tout ce qui va se passer à Cairndale. C'est un livre qui est assez dur parce qu'il y a des VSS qui sont pas forcément hyper décrites, mais qui sont quand même assez dérangeantes, honnêtement, parce qu'il y a des maltraitances envers les enfants, des violences envers les enfants. On est dans un univers qui est très dur, à une époque où les enfants étaient très largement maltraités, à plus forte raison les garçons noirs, à plus forte raison les enfants pauvres. Donc voilà, c'est pas évident. Et donc il y a pas mal de maltraitance et de misère de maltraitance envers les enfants et de misère dans la vie en général. Voilà, c'est un livre quand même qui est assez dur, mais c'est pas aussi sombre que ce à quoi je m'attendais. Je trouve qu'il y a une évolution intéressante dans l'ambiance entre le début et Cairndale et tout ce qui va se passer après, même si ça reste cohérent et que ça suit une logique assez cohérente. Il y a quand même une évolution qui est intéressante et qui est bien menée. Ce que j'ai aimé en fait, c'est que ça reprend plein de topoi de fantasy qu'on connaît ou de fantastique qu'on connaît et qu'on aime. Donc voilà, l'espèce d'école isolée où on protège des enfants qui ont des talents particuliers, et puis plein d'autres choses que je peux pas trop dire pour pas vous spoiler. Il y a des moments où c'est presque trop. À certains passages, on cumule vraiment pas mal de choses qu'on a déjà vues. Alors c'est fait avec une certaine originalité, mais parfois c'est trop. Genre on se dit, ok, mais là tu pousses un peu. Mais franchement, c'est pas si dérangeant que ça. C'est juste à certains petits moments où je me suis dit, c'est un peu beaucoup là. Ça ressemble à plein de trucs que vous connaissez, ça va vous faire penser à plein de choses je pense, mais en fait c'est tellement prenant, il se passe tellement de choses que c'est un livre qui se dévore tout seul. C'est très difficile de s'arrêter, c'est très difficile de le poser parce qu'on veut savoir, parce qu'on s'attache en fait assez facilement à ses enfants et à certains adultes aussi, et j'ai aimé aussi que finalement l'autrice ou l'auteur, je sais pas, réussissent à créer des personnages assez gris et à faire des retournements de situation auxquels on s'attend pas franchement. Alors on les voit un peu venir, mais en général on les voit un peu venir, je trouve, pas trop tôt. Vous voyez, il y a une espèce de rythme qui est bien mené, de narration qui est bien menée, qui fait que quand on le voit venir, c'est quasiment le moment où ça va être révélé. On se doute de certaines choses, mais est-ce que c'est ça ou est-ce que c'est autre chose? C'est difficile à savoir. Enfin, vraiment, pour moi, c'est une très juste mesure entre ce que vous parvenez à sentir, à deviner et ce qui va se passer concrètement. Et c'était très réussi. Vraiment, j'ai beaucoup aimé. J'ai très envie de lire la suite, mais je vais attendre que la suite sorte en poche, ce qui sera pas tout de suite puisque le grand format vient juste de sortir. Mais en attendant, c'est vrai que c'est une lecture que j'ai vraiment appréciée, que j'ai trouvée vraiment très prenante, très haletante, très addictive. Et ça fait du bien, en fait, ce type de lecture. Donc, j'espère que je vais réussir à rester sur cette lancée de lecture un peu addictive, parce que j'ai un peu de mal à lire des choses peut-être un peu plus lentes, ou voilà, en ce moment j'ai besoin de trucs un peu addictifs quoi. D'autant que, je vous l'ai déjà dit, je lis Manèche, alors même si là dans Manèche honnêtement il se passe plein de trucs donc c'est plutôt cool, mais quand même, même s'il se passe plein de trucs, il y a ce côté récit rapporté, il y a ce côté, cette espèce d'écriture qui est assez descriptive, qui est assez lente, qui est très belle, qui donne, malgré les actions qui peuvent se passer, cette impression un peu de lenteur. Et en plus je lis Rebecca à côté qui pour le coup est vraiment totalement
un roman d'ambiance où il se passe vraiment rien du tout. Donc c'est pas plus mal et j'espère que là du coup je vais attaquer Jusqu'en Enfer. Ça sera sur la même lignée de romans page-turner d'action. Bref, donc j'ai terminé hier Monstre Ordinaire que j'ai beaucoup aimé. J'ai lu les 200 pages qui me restaient, donc je vous ai dit qu'il m'en restait 150, il m'en restait 200. Donc j'ai lu les 200 pages restantes, j'étais très contente de le terminer, j'ai pas réussi à le poser, donc c'était totalement ce que je recherchais et c'était très chouette. Et on termine l'histoire sur un cliffhanger qui n'appelle qu'à la suite, donc hâte de voir ça. J'ai écouté l'équivalent de 10 pages de Manèche, il ne reste vraiment pas grand chose. L'objectif c'est de prioriser ça aujourd'hui pour le terminer de manière à attaquer l'écoute du tome 1 du cycle de Sif. Voilà, j'ai pas grand chose à ajouter sur Manèche pour le moment, je vous en reparlerai quand j'aurai terminé. Et j'ai avancé Rebecca. Je suis à 35% et je vous cache pas honnêtement, et j'en suis la première un peu désolée, que j'ai un peu de mal. Ça veut dire que j'ai un rapport très ambivalent à Rebecca, c'est que quand j'y suis, je m'ennuie un peu, tout en reconnaissant les qualités au texte, hein, mais c'est vrai que comme il se passe vraiment rien du tout, je m'ennuie un peu et je pense que c'est juste le moment qui fait ça. Mais en même temps, quand j'y suis pas, j'y pense. Donc je sais pas quoi faire en fait. Est-ce que je l'arrête et je le reprendrai quand je serai dans de meilleures dispositions? Est-ce que je le continue? Je sais pas trop. Du coup hier j'ai lu une trentaine de pages, un peu plus je crois. Et voilà. Donc je sais pas. Je ne sais pas. Je vais voir. Mais j'aimerais bien au moins tenter jusqu'à 50% pour voir si... En fait, si vous voulez, ce que je reproche à Rebecca, je vous le fais très rapidement parce que c'est une vidéo pour Ko-fi, mais ce que je reproche à Rebecca, c'est que c'est censé être un roman d'ambiance, mais je trouve que l'ambiance, pour le moment, est pas franchement lancée et réussie. Voilà, en gros, c'est ça. Mais on en reparlera dans tous les cas. Après, ça veut pas dire que je déteste. C'est pas du tout le cas. Je trouve pas ça mauvais. Je déteste pas. C'était pas ce à quoi je m'attendais, en fait. Et j'arrive pas à réadapter mon cerveau pour revoir mes attentes et rentrer bien dedans comme il faudrait, en fait. Mais bon, bref. Voilà, c'est le petit point lecture du jour. Mon objectif est de terminer Manèche aujourd'hui. Il me reste 2 heures d'écoute, donc j'ai vérifié hier, il me restait 2h30 à peu près, là je suis à 2 heures. 2 heures d'écoute, en faisant un puzzle, ça peut passer tout seul. Ensuite, je dois attaquer Jusqu'en Enfer que Pénélope et Marion ont déjà attaqué. Alors moi, je viens juste de le terminer, donc j'ai encore tout qui est frais en tête et je pense que c'est pas plus mal parce que c'est pas une lecture facile, hein. J'en ai parlé avec l'une d'entre vous en commentaire. Vraiment, déjà en français, en traduction, c'est pas facile. En VO, ça doit être arrache-cheveux. Donc voilà, je vais commencer ça et je vous en reparlerai. Et puis, quand j'aurai terminé Manèche, j'attaquerai l'écoute de Sif en espérant que ça traîne pas trop et avancer mes autres lectures bien évidemment, notamment Rebecca et Les Habitants du Mirage que je veux vraiment terminer avant la fin janvier pour le comptabiliser. Donc voilà, c'est tout. Je n'ai pas grand chose à ajouter pour aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser pour cet update. Je vous reprends probablement jeudi parce que demain c'est encore une grosse journée, j'ai un rendez-vous encore à Paris pour mon fils, donc voilà, je pense pas que demain je vous prendrai, si je lis déjà demain ça sera bien. Je vous fais des bisous et je vous dis à plus tard. Coucou, on se retrouve, nous sommes le jeudi 23 janvier, je vous avais dit que j'aurais pas le temps de vous prendre hier et sans surprise, je n'ai pas eu le temps. Je reviens pour vous faire un point lecture puisque la dernière fois que je vous ai pris ça devait être mardi matin et il s'est passé des choses entre temps puisque j'ai terminé Manèche, je sais même pas si je vous en ai reparlé, je ne crois pas, je pense que j'étais en train de le terminer quand je vous ai pris, donc j'ai terminé Manèche, donc très rapidement, vraiment, je vais essayer d'être très concise parce que c'est quand même compliqué à résumer Manèche. On est sur des gabarres avec des espèces de guerriers de clans un peu nordiques, mais c'est pas franchement clair pour moi ce qu'ils sont concrètement, mais on sait qu'ils font partie de, voilà, c'est des espèces de guerriers qui sont ensemble et qui descendent la rivière ou qui la remontent, j'en sais rien, et ils vont trouver le corps d'un jeune homme qui est dans l'eau, qui est en très très mauvais état, qui a des grosses blessures, qui est plus ou moins en train de mourir et de s'infecter et qui va pas du tout très bien du tout.
et ils vont le mettre sur la gabarre, le soigner et se rendre compte qu'il a une capacité de résilience et pour se soigner qui est assez étonnante. Et le capitaine du bateau, enfin de la gabarre, de l'équipée même de manière générale, va demander au barde, mais je crois pas que ce soit le mot barde, bref, en tout cas au mec qui raconte des histoires et qui chante, de lui extirper son histoire. Et donc Manesh va commencer son récit de sa plus tendre enfance jusqu'à aujourd'hui, et en parallèle on suit évidemment le présent et ce qui se passe avec nos espèces de soldats, et voilà. Donc il y a double temporalité, une temporalité très lointaine mais qui tend à se rapprocher du présent, et un peu les événements au présent, même si dans les événements présents on revient sur des choses qui ont pu se passer dans le passé. Donc vous voyez, c'est quand même assez dense, assez riche, le tout avec une plume qui est quand même pas forcément la plus accessible, je pense, pas pour tout le monde en tout cas, qui est assez élevée et qui, bien qu'elle soit très belle et très poétique et que soit très agréable à écouter, je pense que voilà, il faut être prêt à se perdre dans des détails, il faut être prêt à se perdre dans des descriptions, c'est pas forcément toujours évident. En gros, sur les 50 premiers pourcents, c'est très lent. Le récit est très lent. Il se passe pas énormément de choses et on a presque l'impression d'être dans un peu quelque chose de contemplatif, de récit de vie, où chacun, enfin voilà, où le personnage raconte un peu sa vie. Il n'y a pas de grosses pointes d'action, voilà, jusqu'au moment où ça va accélérer jusqu'à la fin, et ça commence à partir à peu près, je pense, de la moitié, et la fin par contre voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais il se passe plein de trucs sur la fin. Toujours est-il que je pense que c'est un livre, bien qu'il soit assez gros, qu'il vaut mieux éviter de poser trop longtemps avant de le reprendre, parce que je suis persuadée, et ça a été mon cas, et je ne suis pas la seule sur la lecture commune du Ko-fi, que c'est un coup à ne pas réussir à y retourner. C'est un récit, quand vous y êtes bien, et ça va tout seul, mais quand vous en sortez, c'est difficile d'y revenir parce que la plume est quand même particulière et il y a quelque chose d'un peu opaque à ce récit qui est pas... voilà, il faut repasser cette étape de je me remets dedans, et ça peut être un peu dissuasif. Donc si vous voulez le lire, je vous encourage vivement à peut-être pas lire beaucoup d'un coup, peut-être pas forcément à le lire sur 3 jours, c'est pas ça la question, mais en tout cas à lire un petit peu tous les jours pour rester dedans et garder l'ambiance en tête, garder aussi les noms des personnages qui sont pas évidents, enfin voilà, essayer de pas laisser de temps de pause trop long. Moi j'ai aimé ce récit, même si c'est vrai qu'il y a des moments où ça a été un peu difficile sur la première moitié, où je me demandais vraiment où on allait. Alors j'avais bien conscience qu'on allait quelque part, mais je voyais pas du tout. C'est difficile en fait de lire un livre sans savoir où vous allez, dans quoi vous mettez les pieds. Au final ça se révèle peu à peu, et c'est très chouette, et c'est très bien écrit, et c'est assez prenant, et on se rend compte qu'on s'est attaché au personnage sans s'en rendre compte, et voilà, et c'était très très cool, et j'ai très envie de continuer. Mais je sais que si je ne continue pas bientôt, donc quand je dis bientôt c'est pas demain, mais genre le mois prochain quoi, ou dans les 2 mois à venir, je vais juste jamais y retourner, parce que c'est tellement particulier que ça demande un effort, et je pense que là maintenant j'ai tout en tête, les personnages, les histoires, il faut que je profite de ça pour enchaîner les tomes, d'autant qu'il y en a 5. On est plus sur un livre qui va révéler des choses, ou plutôt qu'un livre où il se passe vraiment des choses en fait. Donc voilà, en tout cas ça se termine sur un gros cliffhanger, et ça donne très envie de savoir comment ça va se terminer, mais voilà, je pense qu'on va continuer la lecture ensemble sur Ko-fi pour se motiver. Donc j'ai terminé Manesh. Ensuite j'ai recommencé le tome 1 du cycle de Siffle, qui est donc L'enfant de poussière de Patrick Cadonnet, je crois qu'on dit, qui est donc un auteur anglais. Je pensais qu'il était canadien. Anglais, mais qui a grandi en France et qui écrit en français. Si je dis pas de bêtises, il me semble que c'est ça. Donc j'ai réécouté une petite centaine de pages là. Ça s'écoute tout seul, c'est très chouette, le lecteur est très chouette. Je pense que je vais écouter jusqu'au moment où j'en serai plus ou moins là où j'en étais quand je me suis arrêtée, mais je me souviens plus où, bien évidemment. Et ensuite je passerai peut-être un peu sur papier, parce que j'aime bien prendre... Enfin, c'est pas le même rapport l'audio et le papier, et j'ai un peu envie de le lire. Mais vu que j'ai autre chose à lire, je l'écoute, vu que je l'écoute en accéléré pendant que je fais autre chose, quoi. Donc c'est plutôt cool, ça me remet les choses en tête, et en même temps je peux faire autre chose. Et
c'est un début qui est un peu dense, donc je pense que moi je l'ai déjà lu, donc je sais déjà ce qui va se passer, plus ou moins. Pour le moment j'avais rien oublié, donc voilà, je peux faire autre chose et l'écouter assez rapidement. Je vous recommande pas forcément de faire pareil, parce que c'est un début qui est un peu dense, où on présente quand même un univers qui est assez riche. C'est pas évident, je pense qu'il vaut mieux prendre le temps en début pour bien poser les choses et ensuite que ça coule tout seul. Bref, le résumé, parce que je serais bien en peine de vous en faire un correct. La mort du roi et l'éclatement politique qui s'ensuit plonge les primautés de Brune dans le chaos. Orphelin des rues qui ignore tout de ses origines, Sif grandit à Cornebrune, une ville isolée sur la frontière sauvage. Là, il survit librement de rapines et de corvées jusqu'à ce que les tempêtes qui secouent le vieux monde finissent par chavirer le sien et que son destin fourche à tout jamais. Voilà. Pas grand chose à dire de plus. Alors, ce que je peux vous dire par contre sur ces 100 premières pages, c'est que j'avais oublié à quel point Sif était un enfant extrêmement bien écrit. Je suis assez admirative. C'est peut-être des choses un peu anodines, mais ça fonctionne très bien. Typiquement, Sif, donc il a 8 ans là où j'en suis, il doit faire une mission. Bref, il va rencontrer au tout début, il va voler quelque chose, il va se faire choper par un capitaine de la garde qui est assez important, qui va lui dire, écoute, pour te dédommager un petit peu avoir volé, je ne vais pas te couper la main comme je pourrais le faire. Par contre, tu vas travailler pour moi, tu vas trouver des renseignements, vu que c'est un gamin qui traîne, et voilà, donc c'est un gamin qui entend des choses, et en échange, je te donnerai de la bouffe, de l'argent, enfin voilà. Tout ça pour en arriver au fait que Sif, à un moment donné, par exemple, est censé le rejoindre pour lui donner des infos, et qui va croiser en route, je sais plus, un chat, un chien, et qui va se mettre à jouer avec lui en oubliant ce qu'il est censé faire. Enfin, et c'est très subtil, c'est pas, ça se passe sur quelques lignes, vous voyez, c'est juste évoqué, mais ça rend ce personnage très crédible. C'est un enfant très bien écrit. C'est un enfant qui parle très bien, parce qu'on est dans un univers un petit peu médiéval comme ça, enfin c'est pas exactement ça, mais voilà, il y a un petit côté un peu médiéval, on va dire. Donc il y a un langage qui est pas le nôtre, mais en même temps c'est un enfant et ça se sent, et il se comporte comme un enfant et c'est très crédible. Si vous avez lu l'Assassin Royal, vous allez clairement voir des ressemblances, déjà par le personnage de Sif, très très clairement, par le personnage de ce garde, de ce capitaine qui le prend un peu sous son aile, et plus loin par d'autres aspects, vous allez vraiment voir des ressemblances, mais en même temps, si j'ai bien compris, c'est un récit qui est assez engagé, puisque l'auteur est a priori quelqu'un d'extrême gauche, comme on dit, un rebelle, un wokiste, et donc il a il y a un sous-texte qui va être engagé, donc j'ai trop hâte. Je sais vraiment plus où j'en étais, mais je pense que j'avais lu la moitié ou pas loin. Donc écoutez, je vous dirai ça. J'ai très hâte de reprendre la lecture et de vous en reparler, tout simplement parce que j'aime beaucoup ce début. J'avais déjà beaucoup aimé la première fois, mais je trouve que c'est encore meilleur la deuxième. Ensuite, j'ai attaqué la lecture de Jusqu'en Enfer, donc j'ai lu 150 pages quasiment, de Lee Bardugo, que je lis avec Pénélope. Donc ça, je vous ai pas redit, mais ça, je le lis avec Morgane, Aurélie, et je crois que d'autres personnes se sont joints à nous. Je me demande si Iris ne s'est pas joint à nous, et je sais plus, et je suis désolée, mais c'est parce que je suis pas beaucoup sur le Discord, donc forcément j'ai du mal à suivre. Et ça, par contre, pour le coup, je lis avec Pénélope et Marion sur Instagram. Je sais pas trop où elles en sont, je pense que je suis un peu plus loin, mais je l'ai pas avancé hier, donc là je vais l'avancer aujourd'hui. J'aimerais lire encore au moins 150 pages, j'ai pas envie qu'il traîne en fait, parce que j'aimerais bien conclure cette vidéo des Goodreads Choice Award. Faut que je la termine, parce que vraiment j'en peux plus, mais en tout cas sur ces 150 premières pages, c'est très chouette, c'est dans la lignée du premier. Moi j'aime toujours autant le personnage de, comment elle s'appelle, Alex, évidemment. J'aime toujours le personnage d'Alex, je sais pas, je l'aime bien, voilà, tout simplement, je l'aime bien, c'est comme ça. J'aime bien les personnages qui gravitent autour d'elle, j'aime bien le travail sur le développement des relations des personnages que je trouve très réussi, donc pour moi c'est très chouette. Après, encore une fois, c'est pas un bouquin révolutionnaire, c'est pas le meilleur livre que je lirai cette année, très sûrement, mais c'est prenant, c'est haletant, ça fait le job, et c'est tout ce que je lui demande, honnêtement, surtout vu les énormes déceptions que j'ai eues avec les lectures de ce Goodreads Choice Award. Là, franchement, je n'en demande pas plus qu'être divertie, et ça fait très bien le taf, et ça aborde quand même des trucs, quoi, les VSS et compagnie, donc c'est plutôt pas trop mal. Et donc, je vous confirme que la saga s'appelle bien La 9e Maison. C'est pas moi qui... Parce que là, c'est écrit La 9e Maison 2. Donc c'est bien La 9e Maison, le titre de la saga. Donc je lis bien le 2e tome de La 9e Maison. Mais peut-être que le tome 1 s'appelait La 9e Maison.
et c'était la saga La 9e maison. Mais le tome 2 s'appelle Jusqu'en enfer. Je sais pas si je suis claire. Bref, donc je vais avancer ça. Ça en audio pendant que je fais mon puzzle, ça je sais pas quand, mais dans la journée je pense, parce que j'ai très envie de l'avancer. Et j'ai plein d'autres trucs sur le feu évidemment, mais je sais plus quoi. Qu'est-ce que j'ai lu? Si, hier j'ai lu La Manticore que m'a offert Pénélope, mais exactement comme je vous expliquais la dernière fois, quand on a un graphique avec beaucoup d'écriture, j'ai un très gros problème, c'est que j'ai énormément de mal à me concentrer sur les écritures. Je n'ai qu'une envie, c'est de regarder les illustrations. Et le pire, c'est qu'il n'y a pas tant d'écriture que ça, mais les écritures qu'il y a dans cet ouvrage sont assez décisives pour comprendre l'histoire. Donc je vais le relire, voilà, parce que je suis persuadée que j'ai raté des trucs. En tout cas, ce que je peux vous en dire de ce que j'ai compris, c'est que déjà, premièrement, j'aime beaucoup les illustrations, j'aime beaucoup les choix des couleurs. C'est très particulier, mais vraiment ça l'a très bien fait sur moi. J'ai beaucoup aimé. Les illustrations sont si riches et si belles que je n'arrivais pas à lire. J'étais plongée dans la beauté des illustrations et je me rendais compte parfois en tournant les pages que j'avais quasiment pas lu ou très rapidement les cases et que je ratais des trucs. Alors, mais ça c'est typique évidemment, comme toujours. Je peux pas. C'est pour ça que les graphiques, j'ai du mal, et c'est pour ça que j'aime les graphiques où il y a peu d'écriture, parce que j'ai beaucoup de difficultés à faire les deux, à regarder les illustrations et à lire. C'est très compliqué pour moi. Donc voilà, ça c'est mon cerveau, c'est comme ça. Mais bon voilà, du coup il faudra que je le relise et c'est ce que je ferai. Voilà. Donc hier j'étais sur Paris pour un rendez-vous et j'en ai profité pour récupérer le tome 2 de The Nice House on the Lake que j'ai lu, et exactement comme pour La Manticore, je vais relire les deux d'affilée en me concentrant cette fois-ci sur les écritures, parce que même si j'ai pris le temps et que j'ai fait l'effort, parce que là vraiment c'est pas possible de comprendre sinon, en fait j'ai du mal à lire et à regarder. Je pourrais faire l'un puis l'autre et prendre le temps, mais je n'y arrive pas parce que j'ai envie de savoir ce qui va se passer. Donc je me retrouve à regarder, tourner les pages et à lire que la moitié. Mais bon, là j'ai quand même fait l'effort de plus prendre le temps et de plus lire, mais c'est quand même un comics où il y a beaucoup de personnages, il y a beaucoup de passages du passé à différentes temporalités, il y a beaucoup d'explications, beaucoup de révélations, enfin c'est hyper riche, donc vraiment je vais les relire. Alors peut-être que je vais pas les relire tout de suite, mais quand le 3 sortira, je relirai le 1 et le 2, et vu que j'ai déjà en gros l'histoire en tête, je pourrais entre guillemets, je serais libérée de cette partie-là du côté de découverte du truc, et je pourrais me concentrer un peu plus sur les personnages et sur l'histoire, et ça très bien comme ça. Donc en tout cas j'ai beaucoup aimé. Voilà, j'ai clairement pas tout saisi certaines subtilités, mais j'ai quand même compris 80% du truc, et j'ai beaucoup aimé. Donc j'ai très envie de les relire. En plus j'adore l'odeur de ces graphiques, ils ont une odeur très particulière d'encre que j'aime beaucoup, c'est vraiment très plaisant. Et voilà, donc je vous cache pas que j'ai même envie de les relire maintenant, mais je me dis que ça serait raisonnable que je laisse poser un petit peu ça et que je le reprenne de zéro plus tard. Voilà, donc je l'ai acheté, je l'ai lu. Et je suis ravie. Ce que j'ai lu hier aussi, j'avais pris ça dans le train parce que c'est une lecture un peu rapide, c'est un jeunesse, c'est un service de presse que j'ai reçu de la part des éditions Novell, donc c'est Le Serment des Sœurs Fossiles de Noël Streatfeild. Je ne me suis pas renseignée et j'ai plus le communiqué presse sur Noël Streatfeild, mais c'est un livre qui date pour la première publication de 1936, et encore une fois je trouve que c'est assez moderne par plein d'aspects pour l'époque à laquelle ça a été écrit. Donc ici, on va suivre une famille avec une espèce de vieil homme. Je pense pas qu'il soit très très vieux, mais voilà. En tout cas, un collectionneur de fossiles qui est assez riche, qui est assez aisé, qui a recueilli, je sais plus, la femme de son frère et sa nièce, il me semble, si je dis pas de bêtises. Son neveu, la femme de son neveu et la fille de son neveu du coup. C'est clair ou pas? Bref, donc il recueille cette jeune femme et sa mère et la nourrice de la fille, je crois, qui vont vivre avec lui, et puis la mère va mourir aussi, et donc il va rester avec sa nièce et la nourrice de sa nièce, et
c'est un ton assez léger, assez plaisant, un peu, voilà, surtout pour une époque, encore une fois, qui est quand même très très inscrite dans le respect de l'homme, du patriarche et tout. Là, c'est un peu léger, quoi. Ça veut dire qu'il ramène tout le temps des fossiles, et du coup, la nourrice, qui est aussi celle qui fait le ménage dans le bureau, lui, enfin voilà, quand c'est trop plein, elle l'exige, elle dit je ferai plus le ménage si vous n'enlevez pas des fossiles, c'est pas possible. Donc il fait des dons au musée. Enfin, il y a un côté un peu léger comme ça qui est plutôt plaisant. Et en fait, ce qui va se passer, c'est qu'un jour, il va revenir de voyage avec une petite fille, un bébé, qu'il a sauvé d'un naufrage. Et puis, ok, très bien. Nana et Sylvia, donc la nounou et la nièce, disent voilà, elle a été adoptée, on va s'en occuper. Puis il revient d'un autre voyage avec un deuxième bébé, une deuxième petite fille. Je sais plus dans quelles circonstances pour la deuxième. Je crois que elle est orpheline. Et Nana, donc la nourrice, dit ça commence à bien faire. Enfin voilà, on va pas. C'est pas vous qui vous en occupez des petites, hein. Et puis un jour, il revient avec une troisième petite fille qui a été abandonnée par sa mère, et donc il se retrouve en tout cas Nana et Sylvia se retrouvent à élever ces trois petites filles, parce que lui il ramène les enfants et puis il se casse et il dit je vais faire un voyage de 5 ans, à peu près 5 ans, je vous laisse des sous, et puis voilà, moi j'y vais. Donc Sylvia et Nana s'occupent des filles, donc on est dans un univers qui est très féminin, mais je trouve dans le bon sens. Ça veut dire que, alors le texte a sûrement été retravaillé, puisque c'est ce que fait Novelle, hein. Il y a retraduction et retravail du texte. Donc c'est Jacques Martin qui l'a traduit. Je pense qu'il y a eu retravail ou alors l'autrice était très moderne pour l'époque, et c'est très bien si c'est le cas, mais vraiment c'est assez moderne. Ça veut dire que vraiment on est sur des femmes qui se débrouillent seules, qui ont les économies que leur a laissé le vieil oncle là, mais qui voient le temps passer, et l'oncle qui ne revient pas, et qui doivent se débrouiller toutes seules, qui vont trouver des solutions, qui vont s'entourer de personnes qui sont pour la plupart des femmes aussi. Par exemple, à un moment, elles vont se retrouver dans une situation un peu compliquée financièrement, parce que l'oncle avait laissé assez pour vivre très largement pendant 5 ans, mais évidemment Sylvia, donc la nièce, avait senti le truc arriver, et donc elle fait des économies, donc ils arrivent à vivre plus que prévu, plus longtemps que prévu, mais il y a un moment où ça manque d'argent, et du coup elles vont prendre des locataires, et donc il y a 2 femmes qui vivent ensemble, qui viennent prendre une chambre. Donc c'est pas dit que c'est un couple lesbien, et c'est peut-être pas le cas, mais je trouve que laisser entendre cette possibilité, ça a quelque chose d'assez moderne, quoi. Parce qu'en plus, on ne se justifie pas de ça. Vous savez, il y a des textes où il y a des femmes, des couples lesbiens qui vivent ensemble dans une époque où ça ne se fait pas, et qui justifient ça en disant on est cousines, ou bref, il y a une justification autour de ça. Là, c'est pas du tout le cas. Alors, il n'y a pas non plus de précisions qui vont dans le sens pour dire que c'est un couple lesbien, mais c'est 2 femmes qui vivent ensemble, qui sont là ensemble dans cette chambre, qui ont une maison de vacances où elles habitent ensemble, et qui sont tout le temps ensemble, sauf quand elles travaillent. C'est 2 enseignantes, une de littérature et une de mathématiques, et j'ai trouvé ça très chouette. Pareil, il y a un couple qui va louer une chambre parce que ils viennent de Malaisie, je crois. Bref, peu importe, mais le monsieur vend des voitures ou des pneus. Je crois qu'il a une concession automobile, quelque chose comme ça. Et l'une des jeunes filles, donc Petrova, adore la mécanique, et il va l'emmener avec lui dans son garage, et lui. Enfin, vous voyez, il y a quelque chose de très moderne dans la manière dont on traite ces filles, dans la manière dont on parle des femmes, dont les femmes parlent entre elles. Enfin, c'est vraiment très chouette. J'ai beaucoup aimé aussi les liens entre les sœurs, leur manière d'aborder, la manière dont on aborde leur adoption de façon assez ouverte. C'est pas tabou, on en parle. Le fait que même si elles savent toutes les 3 qu'elles ne sont pas sœurs de sang, eh bien elles ont été élevées ensemble, et elles sont sœurs, et elles se choisissent un nom, donc Fossile, qui sera leur nom à toutes les 3. Et vraiment, c'était un très chouette texte. Ça, ce goût, vous savez, vraiment pour moi très très nostalgique, à la Club des 5 et autres, ce type d'ouvrage avec des enfants qui sont assez libres, qui font quand même pas mal leur vie, qui... c'est très plaisant. J'ai beaucoup aimé. J'ai trouvé que le traitement était très moderne, et c'était très agréable, et en même temps du coup il y a cette ambiance très vieillotte qui fonctionne très bien et qu'on aime bien. On parle de même la monnaie, l'argent et tout, c'est ce côté un peu vieillot, quoi, qui est très sympa, les costumes, les habits, et en fait ce qui se passe du coup, parce que je vous ai pas fait le résumé, c'est que les 3 sœurs Fossiles vont prêter serment pour devenir célèbres, parce que
parce qu'elles veulent déjà inscrire leur nom dans l'histoire entre guillemets, et parce que il faut gagner de l'argent pour la famille, et que dans les années a priori 30 en Angleterre, les enfants pouvaient travailler à partir de 12 ans. Donc en tout cas c'est ce qui est dit dans le livre. Je n'ai pas vérifié la véracité historique de la chose, mais c'était très intéressant. À partir de 12 ans, tu peux aller à la mairie, on te faisait passer un test médical, on te faisait signer quelque chose et signer à ton responsable légal quelque chose pour que tu puisses travailler, et une partie de l'argent devait obligatoirement être déposée sur un compte en banque au nom de l'enfant, et le reste de l'argent, après voilà, les parents se l'accaparent ou pas, voilà, donc là, elles s'arrangent entre elles, elles gardent une part d'argent pour elles donnent une part pour aider à la maison, et voilà. Donc je sais pas, je me suis pas plus renseignée sur cette histoire de travail à partir de 12 ans, mais j'ai trouvé ça assez intéressant. Il y a une discussion autour de ça qui est intéressante. J'ai trouvé que c'était intéressant la manière dont c'était discuté, la manière aussi dont les filles ont le choix, puisque Nana et Sylvia, qui donc les ont élevées, discutent entre elles en tant qu'adultes, font des conseils d'adultes, parfois aussi avec les locataires de la maison, qui en fait très rapidement deviennent un peu la nouvelle famille aussi de ces femmes, et ensuite discutent avec les enfants. Je trouve qu'il y a un truc de communication qui était très chouette dans ce bouquin et qui est très intéressant et qu'on ne voit pas assez dans la vie de manière générale. Je trouve qu'on a trop tendance à pas demander aux enfants ce qu'ils veulent. Typiquement, l'aînée, Pauline, a ses 14 ans, donc à 14 ans, tu n'es plus obligé d'avoir de contrat, enfin t'es plus obligé d'avoir une autorisation de travail, t'es plus considéré comme mineur, en tout cas du point de vue du travail, tu peux faire ce que tu veux de ton argent, ce qui était le cas encore il y a pas si longtemps en France. Donc bref, et Pauline dit que clairement elle veut participer aux frais de la maison et qu'elle ne veut plus mettre des sous de côté, qu'elle a déjà des sous de côté, et que ce qu'elle veut c'est participer aux frais réels de la maison en fait. Et c'est intéressant parce que Sylvia est fermement opposée, elle dit qu'il faut qu'elle ait des sous de côté pour plus tard, et donc elles sont pas d'accord, mais du coup Sylvia va aller voir Nana, donc qui était sa nourrice quand elle était petite et qui s'est aussi occupée des trois filles, et elles vont discuter entre elles vont discuter aussi avec les professeurs et avec, je crois, je sais plus parce qu'il y a plusieurs types, je sais pas parler de tous les locataires, mais il y a plein de locataires, et je trouve ça intéressant, et ensuite elles vont rediscuter avec les enfants. Enfin, j'aime beaucoup ce fonctionnement. En fait, c'est un livre qui est très 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 doudou, parce que même si effectivement les gamines vivent elles sont pas dans la misère, vraiment pas du tout, elles sont pas à la rue, elles ont de quoi se nourrir, oui elles ont des vêtements un peu élimés, mais elles sont pas dans la misère, mais en même temps ça traite aussi un peu de ça en fait, de comment vous dire, de changement de classe quelque part, même si pas tout à fait, parce qu'elle garde un certain statut social, mais en tout cas de passer de la richesse quand l'oncle était là à la pauvreté une fois que il y a plus d'argent et qu'il faut trouver des solutions quoi. Et vraiment j'ai beaucoup aimé, c'est très chouette. Je vais pas vous en dire plus, je vous laisserai découvrir si ça vous intéresse. Il y a des très jolies illustrations aussi qui ont aussi un peu ce côté vieillot qu'on pourra trouver dans les Alice détectives ou ce genre de choses. Moi j'aime beaucoup, et vraiment c'était une très très chouette lecture. C'était j'ai beaucoup aimé. Vraiment, c'était très doudou, très réconfortant. C'est à partir de 8 ou 9 ans, je ne sais plus. Mais honnêtement, c'est très accessible. Vraiment, c'est même, je veux dire, c'est pas décourageant en termes de caractère et tout. L'ouvrage est très joli, les illustrations sont très jolies. J'aime beaucoup le travail que fait Novell. Je trouve qu'il y a quand même un parti pris qui est intéressant chez Novell, de publier ces autrices un petit peu désuètes, de les remettre au goût du jour, ou en tout cas que nous en France on ne connaissait pas. C'est possible aussi, et je trouve ça chouette. Moi j'aime bien, surtout qu'à chaque fois c'est des autrices. Voilà, donc j'ai terminé ça, je l'ai beaucoup aimé. Je vous invite à le découvrir, à l'offrir à des enfants, et je trouve très honnêtement que ça peut très très bien se lire. Alors parce que je sais qu'il y a c'est pas quelque chose que j'approuve, vous le savez, mais il y a quelque chose de très genré dans la littérature, dans tout de manière générale, mais je vous garantis que vous pouvez le faire lire à des garçons, même si c'est des garçons, dans le sens où, même si c'est des garçons genre les trucs de filles c'est nul, oui c'est des filles, mais honnêtement ça pourrait être des garçons, ça changerait pas grand chose. Voilà, c'est tout. J'ai parlé vraiment beaucoup trop longtemps. En même temps, j'ai lu plein de trucs, j'ai acheté plein de trucs, j'avais plein de trucs à vous dire, donc voilà. Puis j'ai pas beaucoup tourné les jours précédents, donc c'est tout. Je vais vous laisser. Je commence à avoir un petit peu faim. Est-ce que je suis la seule qui, quand elle parle trop, j'ai faim? Voilà. Donc à chaque fois que je parle trop, j'ai faim. Bref, je vous laisse. Je vous reprends demain pour mes avancées livresques. Coucou, on se retrouve, nous sommes donc samedi 25 janvier, j'ai l'impression que vous êtes un peu de travers, un peu trop là, oui.
Donc nous sommes le 25 janvier, je reviens pour clôturer le vlog parce que là j'ai le temps, j'en profite, sinon demain ça va être la course. J'ai 2-3 trucs à vous dire et je vais vous laisser, et je suis malade et je fais que tousser, donc ça va être encore très très fun au montage. Donc beaucoup de lectures sur lesquelles je suis. J'ai avancé la lecture de la 9e maison de Lee Bardugo, je suis chapitre 18. Voilà, donc j'ai lu je pense un tiers à peu près. Je vais essayer de mettre un petit coup de collier pour le terminer rapidement. Je pensais le finir cette semaine mais ça semble un peu compromis. En même temps je me suis lancée dans 40 000 lectures donc c'est logique. Mais j'aimerais bien le terminer assez rapidement pour terminer ma vidéo Goodreads Award. C'est très sympa, j'ai hâte de voir où ça va aller. Il n'y a pas grand chose en fait à dire honnêtement parce que c'est pas non plus c'est pas non plus ultra surprenant, vous voyez. Genre ça suit vraiment la logique du premier et pour le moment voilà. Ensuite j'ai avancé l'enfant de poussière, j'ai pas remis mon marque-page au bon endroit. Donc j'ai lu tout ça, ce qui fait 275 pages sur quand même 780, c'est dur. Donc pareil, je suis à plus d'un tiers là je pense pour le coup. J'ai lu déjà tout ça, donc il n'y a rien de nouveau, je me remets juste dans le bain, je me rappelle d'autres trucs que j'avais un peu oubliés, mais comme je le pressentais dans l'ensemble, j'ai un très bon souvenir de cette lecture. Donc il n'y a rien pour le moment que j'avais vraiment... Enfin il y a des trucs que j'avais oubliés, mais c'est pas des trucs hyper importants en fait, c'est plus anecdotique. Donc voilà, je suis désolée, c'est très dur de parler quand on a mal à la gorge. J'essaie de pas tousser. Donc, je vous disais quoi? Oui, j'avais oublié par contre que c'était hyper engagé, je sais pas pourquoi. À la première lecture, ça m'avait pas autant sauté aux yeux. Peut-être le fait de l'écouter et de l'avoir déjà lu, je me focus plus sur des détails et des messages véhiculés. Et c'est très très cool, vraiment. Enfin, il y a une vraie dénonciation du racisme, de la xénophobie et aussi de comment les riches d'extrême droite réussissent à retourner le cerveau des pauvres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, comment ils réussissent à faire croire que le problème c'est les autres pauvres. Bref, donc vraiment c'est très très chouette. Faut que je boive parce que je vais finir par crever. Ah c'est compliqué hein. Donc je vous disais, c'est hyper engagé, c'est très chouette, j'aime beaucoup. Je vais continuer l'écoute de l'enfant de poussière tranquillement. Je suis un peu moins pressée pour celui-là. Sinon, j'ai terminé Rebecca, que j'ai vraiment adoré sur les 50 derniers pourcents. 50 c'est peut-être un peu beaucoup. On va dire qu'à partir de 50% j'ai commencé à avoir de l'intérêt. Et vraiment la fin, les 35 derniers pourcents, c'était génial. J'en reparlerai plus tard parce que je vais d'abord faire mon avis, faire ma vidéo Ko-fi. Mais je vous en reparlerai plus tard. Ça a été une aventure un peu particulière, Rebecca et moi. Mais au final, je le relirai bien. Et je pense qu'Anne-Sophie est un peu, parce que je le lisais avec Anne-Sophie, elle est un petit peu dans le même état d'esprit. Ça veut dire que c'est long à se mettre en place. Et quand on arrive à la fin, on se dit qu'on a dû rater 1500 trucs au début, quoi. Du coup, j'ai attaqué Fragile de Nicolas Martin, que je lis avec Bookosaurus, que vous connaissez très sûrement si vous êtes sur Instagram. Et j'en suis à 90 pages. Je pense qu'elle a avancé. Déjà hier elle était plus loin que moi et je pense qu'elle a dû avancer aujourd'hui, j'imagine, mais c'est pas grave parce que c'est pas très grave, on va je pense se suivre de peu dans tous les cas. Je vais continuer ça, je pense que je vais le terminer aujourd'hui, demain ou plus tard, d'autant qu'après je voudrais attaquer le tome 4 de Skyward avec Emmeline, donc c'est Rebelle. Donc voilà. Donc je vais vous laisser pour cette vidéo parce que je n'en peux plus et que j'ai encore plein de trucs à tourner. Donc je vais vraiment vous laisser. Qu'est-ce que je voulais vous dire ? Bah c'est tout je crois. J'ai l'impression d'oublier quelque chose mais je sais plus quoi. Bon écoutez on verra la semaine prochaine. Hein. Je pense qu'il faut que je vous laisse parce que je n'en peux plus. J'ai trop mal à la gorge. Donc je vous souhaite une très bonne fin de week-end. Je vous fais de très très gros bisous. Et on se dit à bientôt pour un prochain vlog, une prochaine vidéo. Bye bye.